Ismaël, bonjour. Très Bonjour content de te Stéphane. retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler data évidemment, mais aussi d'architecture et comment on passe d'une architecture héritée, hein, historique ou legacy, vers une architecture qu'on pourra qualifier peut-être d'un peu plus moderne, qui s'appuie sur des outils, je dirais, très connus, qui sont DBT et Airflow, et Airflow slash Astronomer. Ouais, Donc voilà, bah, écoute, on va passer les 30-40 prochaines minutes à ouvrir le capot de ton projet. ça marche. Bah, merci déjà de m'avoir invité sur le podcast. Comme tu l'as dit, le but de cet échange est d'expliquer comment, dans mon entreprise actuelle, on a repensé notre architecture pour faciliter la vie de nos analytics engineers au niveau de la mise en place des transformations et comment on a pu, repenser notre architecture pour résoudre certaines difficultés qu'on avait et bah, le but de ce podcast, c'est d'échanger par rapport à ça. Du coup, la première étape, c'est vraiment de présenter, mon entreprise actuelle et l'archi, au niveau de la data. Puis, dans un second temps, on parlera, de la partie notre ancien framework, pour les analytics engineers et les limitations de ce framework-là. Puis on passera sur, comme tu l'as dit, sur les solutions qu'on a mis en place, du coup, dbt et Airflow pour leur faciliter la vie et dans un dernier temps, on parlera, en tant que data platform, comment on a pu scaler et passer de on a une archi qui fonctionne à 5 personnes pour une équipe, à une archi qui fonctionne pour 80 data engineers et data scientists. D'accord. Bah, écoute, très clair. Alors on rappelle que tu pas à appuyer sur un bouton et tout s'est transformé de manière magique. C'est plusieurs mois et peut-être même peut-être plusieurs années de transformation, hein. Oui, c'est 2 ans et demi de transformation. Ça marche. Eh bien, écoute, je te laisse la main pour, voilà, pour démarrer le sujet. Bah, merci. Comme je l'ai dit, précédemment, le but, c'est, dans un premier temps, de présenter le contexte, notre data, organisation et l'architecture, mise en place. Alors, pour remettre dans le contexte, en 2019, la société dans laquelle je suis actuellement a fait le choix de passer, sur Snowflake, en tant que, solution de data warehouse. Donc, concrètement, ce choix nous a permis de centraliser notre data, de simplifier la gestion des rôles, donc qui a accès à quoi, améliorer l'autonomie du business et pour parler des impacts observés, du coup, on a eu vraiment 2 gros impacts. Le 1er impact, c'était, hem, bah, des réponses beaucoup plus rapides au business en termes de dashboarding et la deuxième réponse, c'est, on a une idée, on veut la tester, on peut la tester vraiment rapidement avec un POC, pour pouvoir montrer l'utilité de notre idée et on a vraiment démocratisé, l'utilisation de Snowflake au niveau de l'organisation. D'accord, donc 2019, bah, c'était, la je dirais l'époque du move to cloud, hein. Donc Ouais. je suppose avant ça, il y avait beaucoup d'on-prem Mmh. ou c'était déjà un petit peu distribué dans le cloud, les workload data ou c'est vraiment le l'an zéro du cloud, pour ton projet à cette Heu, époque? alors à l'époque, ils étaient, sur du Spark, pour faire des transformations et après des exports avec des Excel, pour les différents business. D'accord, d'accord, d'accord. Donc 6 ans après, bon retour d'utilisation de Snowflake, j'imagine, hein? Oui, un très bon retour d'utilisation de Snowflake, surtout que c'est user friendly pour le business et que ça a répondu un peu à tous les besoins, côté business. Ouais et surtout qu'avec la roadmap, actuelle, ils passent d'une cloud data platform ou database cloud Mmh. à une plateforme un peu plus évoluée avec l'AI. On en reparlera peut-être à la fin, hein, parce que, on va peut-être aborder le sujet de semantic layer et Ouais. compagnie. Ouais, à la fin. Pour parler de l'organisation data, donc comme je l'ai dit précédemment, je suis dans l'équipe data platform. Donc, c'est une équipe qui produit des services et des produits pour les différentes équipes, qui sont des feature teams. Donc c'est différents axes métiers. Donc des feature teams, c'est des équipes composées de 4 à 5 personnes avec un PO, qui a qui s'est focalisé sur un axe métier. Par exemple, on a une feature team pour le marketing, une feature team pour la finance et le but de ces feature teams, composées d'analytics engineers, c'est, de builder des dashboards
et des data marts pour répondre aux questions des différents business. Hein. D'accord. Est-ce qu'on pourrait déjà dire que c'est une approche mesh quelque part? Parce que c'est, ou use case, non? Heu, Oui, on a décidé, il y a quelques années, de se mettre en mode data mesh, donc d'avoir une équipe data platform qui sert les différentes feature teams et d'avoir des feature teams qui sont focalisés vraiment sur un axe métier, pour répondre vraiment au business et aller beaucoup plus vite. d'accord, et dans ton équipe, tu embarques des gens métiers? C'est partagé? Alors moi, je suis dans l'équipe data platform, on embarque, surtout des analytics engineers, pour les accompagner, par exemple, on va voir tout à l'heure, qu'on a mis en place du dbt, du Airflow. Donc, le but, c'était de mettre en place, le socle technique, la base technique, pour leur permettre de mettre en place des transformations beaucoup plus rapidement et de mettre en place des data marts plus vite pour répondre, aux questions des métiers. OK, très clair. OK, ça marche. Bah, écoute, je te laisse, avancer. Pour parler de notre, plateforme, donc classique, on a des data sources qui peuvent être des, serveurs SFTP, des databases Oracle, Postgre, des cloud storage ou des API. On a un outil, qui nous permet de récupérer, ces données-là d'un point A vers notre point B qui est le data warehouse. Dans ce data warehouse qui est Snowflake, on, transforme les données, on fait des analyses ad hoc, on, crée de la documentation et surtout, on prépare par exemple, des modèles, pour, les faire entrer dans des algos de machine learning, pour dans un troisième temps pouvoir, consommer cette donnée-là à partir de dashboards pour répondre à des questions business, pour construire des KPI, pour faire du data sharing, que ça soit en interne ou en externe, en dehors de la société dans laquelle je travaille actuellement et pour, commencer à travailler sur des algos de machine learning, d'intelligence artificielle et tous les sujets, qui sont, d'actualité en ce moment. D'accord, je vois dans les sources, il y a pas de source exotique, hein. Je pense à du SAP ou des systèmes complexes comme ça, ou du moins dans les sources mentionnées ici, c'est des sources relativement classiques encore. Oui, c'est des sources classiques et on essaie de faire des choses simples OK, actuellement. très bien. Donc le but de cette partie, c'est d'expliquer comment, les analytics engineers mettaient en place des transformations et construisaient, leur data mart avant l'apparition et la mise en place par l'équipe data platform, de dbt et Airflow. Donc on va prendre l'exemple, d'Alice, qui est une analytics engineer, qui, veut mettre en place une transformation ou veut modifier une table. Du coup, on utilisait du Terraform, donc le provider Terraform, Snowflake pour, suivre 3 étapes distinctes. Du coup, la première étape, c'est la création de la table. Donc on crée la table avec le schéma, les data types et la deuxième étape, c'est la création d'une procédure, qui va alimenter cette table-là ou, va delete, des éléments de cette table-là. Donc, c'est pour construire des KPI. Du coup, on a plusieurs couches différentes, qui peuvent s'apparenter à, bronze, silver, gold. Du coup, dans ces procédures-là, on peut, coder des agrégations, on peut coder des joins et cetera et la troisième étape, c'est la mise en place de la task, d'une task, qui va permettre le scheduling de nos procédures stockées. Du coup, Alice, après avoir, mis en place son code, est obligée de déployer son code pour pouvoir le tester. Donc, pour parler des tests qu'elle a mis en place à ce niveau-là, c'est, beaucoup de tests manuels. Donc, un test manuel sur la table pour voir si, c'est les bons champs, un test manuel sur la procédure stockée pour voir si on insère bien, dans les bonnes colonnes et s'il n'y a pas un drift. Il y a beaucoup d'opérations manuelles pour vérifier, que notre transformation fait bien ce qu'on fait, mais surtout de vérifier que les tables en aval ne sont pas impactées. D'accord. Alors on rappelle que Terraform, c'est dans la famille des, YAC, infrastructure as code, Oui. et donc, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de code derrière, c'est ça? Ou de script, hein, du scripting? Oui, de scripting et Terraform, c'est une très bonne solution pour, créer de l'infra, mais pas une solution de data transformation On est d'accord. et c'est pour ça qu'on a rencontré ces limites-là, qu'on va vous présenter maintenant. Du coup, pour parler de Terraform, donc comme on a dit tout à l'heure, Alice, elle était obligée,
de passer par une phase d'implémentation, de déployer son code pour pouvoir le tester, puis d'itérer. Donc si elle doit itérer 5-6 fois, sur un déploiement qui dure 5 minutes, c'est extrêmement long. Donc il y a en plus d'avoir des déploiements qui sont longs, on a trop de tests manuels. Pas la possibilité de tester nos scripts en local depuis notre poste local et d'interagir avec Snowflake sans déployer. Pas la possibilité, du coup, on a dit que, Terraform, c'était très bien pour l'infrastructure, mais c'est pas fait pour faire des unit tests. On n'a pas la possibilité de faire des, tests et des checks, sur les tests qui sont sur les flux et les tables qui sont en aval. Une des grosses limites qu'on avait, c'est que, on découplait en fait la partie, création de la table et population de la table. Donc si on doit rajouter un champ dans une table, on doit également ajouter, ce champ-là dans la procédure stockée qu'on met en place et tester. Beaucoup d'actions manuelles et surtout ce qu'on demandait à Alice, c'était, d'optimiser ses flux. On lui demandait pas de coder en Terraform, de faire des migrations de code de Terraform, d'une version 1 à une version 2 et cetera et c'était l'une des limites qu'on avait. Pour la partie, orchestration et monitoring, les tasks, on était obligé de les déclarer manuellement et de dire la task A se lance après la task B ou inversement et on n'avait pas forcément d'interface graphique où on avait, tous les matins, nos flux et l'évolution de nos flux et des retries et on s'est posé, énormément de questions avec l'équipe archi pour pouvoir optimiser ces flux-là avec, les limites qu'on avait et bien, les fameuses solutions dont on a parlé tout à l'heure, DBT et Airflow. Donc le but de cette partie, c'est de dire, d'expliquer comment DBT et Airflow ont pu résoudre ces soucis-là et ont pu faciliter la vie d'Alice, qui est analytics engineer et qui veut se concentrer sur ses flux et pas sur les migrations Terraform ou du déploiement d'infra. D'accord. Alors on rappelle que Terraform reste un outil extrêmement intéressant, mais il aurait fallu, un peu plus d'engineering autour de tout ça pour le packager proprement, c'est ça? Et Ouais. donc là, tu as trouvé une autre façon de faire finalement Mmh. qu'on va décrire, hein. Ouais. Tout d'abord, avant de commencer à parler de DBT, de Airflow et d'Astronomer qui est la solution, SaaS qu'on a utilisée pour, packager Airflow, heu, rappelons certaines définitions, de DBT et d'Airflow. Donc DBT, pour commencer par DBT, c'est un framework SQL qui permet de faire de la data transformation, du testing, que ça soit du unit test, mais du data test et de générer la documentation. Dans un seul projet, on a nos transformations, nos documentations et nos tests, data ou unit test. Airflow, c'est un framework Python qui nous permet de créer des DAG, pour, pouvoir scheduler nos data workflows et monitorer surtout, nos workflows tous les jours et d'avoir vraiment une interface graphique et on a choisi la solution Astronomer, parce qu'elle répondait à énormément de nos critères et c'est une solution SaaS, qu'on a déployée, chez l'entreprise, dans laquelle je travaille actuellement. D'accord, donc on rappelle que Astronomer, c'est un peu l'équivalent de Confluent pour Kafka. Donc c'est la société Exactement. derrière, la version enterprise de Airflow, en fait. Ouais, exactement. Donc revenons au même use case que tout à l'heure, mais cette fois, on a un autre analytics engineer qui s'appelle Ahmed, qui, veut faire des transformations et tout à l'heure, on avait un certain nombre d'étapes, pour, pouvoir, tester notre code, déployer notre code puis le tester et Ahmed, aujourd'hui, veut faire une transformation sur une table existante. Il peut, dans un premier temps, tester son code en faisant une seule commande et les modifications qu'il a mis en place sur le model name, qu'il a modifié. Il peut tester, les modifications, sur, les tables qui sont en aval, en une seule commande également. Pour, les tests, il peut rajouter ou lancer les tests unitaires qui sont déjà mis en place et il peut aussi également tester, en quelques commandes, depuis son poste local, des checks de data quality. Ce qui a vraiment facilité la vie d'Ahmed, c'est aussi, la possibilité de créer des fonctions, avec, des macros, qu'on peut mettre en place et la documentation.
qu'il peut visualiser, avec un lineage complet sur son projet. D'accord. Alors, des on a beaucoup parlé DBT récemment parce qu'il y a une grosse actualité. Donc à l'origine, le projet, DBT est un projet open source Oui. et DBT Labs sort, DBT Fusion. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est effectivement une version plus orientée enterprise Mmh. et qui perd sa licence, open source pure. Voilà, ils sont passés, je d'Apache alors je ne sais plus quel, voilà, j'ai pas révisé ma note, mais il y a un mode de distribution qui risque de changer. On pourra peut-être en parler à la fin. Ta vision sur DBT Fusion, son adoption éventuelle. Il Euh, il me semble que c'est du Rust derrière. c'est du Rust, c'est ça, effectivement. Mais ils ont changé le mode de licensing aussi. Ils sont passés en mode élastique OK. côté licensing. Après, nous, on est passé sur du DBT Core, on est sur la solution open source qui sort des versions. Pour l'anecdote, moi, dans mon ancienne entreprise, on était sur la version 0.4. Actuellement, dans mon entreprise actuelle, on est à la version 1.10 ça continue d'évoluer. Il y a des features et des packages qui sortent, tous les jours et c'est super intéressant de suivre tout ça. Oui, effectivement. Et peut-être qu'on peut en glisser un mot. Tu as déjà regardé un petit peu DBT Fusion ou pas encore? On n'a pas encore regardé DBT Fusion parce que, bah, DBT Core répond à 90 de nos use cases, actuellement, et ça fonctionne bien. On a mis en place tout un framework, autour et aussi on est en phase d'accompagnement des différentes feature teams. Toutes les feature teams actuellement ont des DAG en prod, donc ça c'est super intéressant et on est toujours en phase d'adoption et petit à petit on va rajouter des briques jusqu'à, bah, atteindre et évoluer tout au cours du temps jusqu'à atteindre une solution. D'accord et l'autre grosse actualité, c'est que Snowflake intègre, dbt dans sa plateforme Ouais, aussi. Donc, jusqu'à maintenant, dbt était un produit, autonome qui pouvait s'exécuter de manière autonome et Snowflake le package dans sa solution. ouais, exactement. Al là, quelle est la version que tu penses continuer d'utiliser? C'est le dbt autonome, traditionnel ou, couplé à Snowflake? Alors, nous, on est parti sur une solution DBT Core, qui, est découplée de la partie Snowflake, qu'on installe, dans notre image Docker, directement Astronomer, qu'on publie. Cette version-là permet à nos analytics engineers, de faire des tests depuis leur poste local, comme à Ahmed ici, qui peut tester, avec son profile. Il définit son profile avec son rôle, le warehouse qu'il veut utiliser et cetera, heu, qui permet de faire des tests et de répondre à tous nos use cases. On n'a pas encore forcément exploré, cette partie, DBT sur, Snowflake, et comme je l'ai dit, on est en phase d'adoption. Et on continue sur notre ligne parce que ça répond à plus de 90 de nos use cases. Ouais. Et Ouais, on bah, verra plus tard pourquoi on veut rester sur cette solution, DBT Core, que dont on va parler, juste après. C'est la prochaine, ouais, le prochain slide. d'accord, bah, ça fait du sens, hein, c'est clair, d'accord. Heu, pour, parler de tout à l'heure, on a vu que Alice et Ahmed, pouvaient travailler étaient tous les 2 des analytics engineers. Et le but, nous, côté data platform, c'était de leur permettre de faire leurs tests sans déployer et chacun écraser ce que faisait l'autre. Parce que, ben, en Terraform, on est obligé de déployer pour tester et si on déploie sur le même environnement, Alice écrase ce que fait Ahmed ou inversement. Donc avec dbt, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un environnement de pré-prod, qui, est muni de plusieurs schémas différents. Donc un schéma pour Alice, un schéma pour, Ahmed et ça leur permet de faire leurs tests automatiquement, enfin sans impacter l'autre et de faire les tests sur les tables qu'ils veulent et les tables, qu'ils ont modifiées et les tables en aval. D'accord, donc chacun son environnement, chacun sa branche. Ouais, chacun sa branche ou chacun son schéma. D'accord. Heu pour la partie, Airflow, alors, nous, côté data platform, ce qu'on a mis en place pour les analytics engineers, pour leur permettre de se focaliser sur leurs flux SQL et sur l'optimisation de ces flux SQL, c'est des templates qui sont couplés ces templates sont couplés avec un package qui s'appelle Astronomer Cosmo, qui permet de générer automatiquement, à partir d'un dbt project, le lineage, des différents DAG. Donc
Prenons l'exemple de ce DBT folder, qui est composé de 4 tables. Avec le template qu'on a mis en place côté data platform, on génère automatiquement le DAG de dépendance. Donc, on n'a plus à dire, la table 2 doit se lancer après la table 1 ou la table 3 doit se lancer après la table 2 et la table 2.1. Ça se fait automatiquement avec, les dépendances DBT et les références, qu'on met en place dans le code. D'accord. Donc, par rapport aux outils, standards, purs, les packages de base, quel a été l'effort d'intégration ou l'ajout de scripts supplémentaires pour intégrer tout ça entre DBT et puis, Airflow et Astronomer? Il y a eu un travail quand même assez conséquent, non, d'intégration? Alors oui, il y a eu un travail conséquent d'intégration qui a d'abord commencé par énormément de POC, pour montrer, la la plus-value, on va dire, de DBT et d'Airflow. DBT pour la partie transformation, vraiment pure, de dire en fait, c'est un outil qui peut interagir directement avec Snowflake, pour faire des tests. Donc on n'a plus à déployer notre code pour le tester, mais on peut le tester depuis notre poste local. Et Airflow, bah, on avait besoin d'une solution de scheduling. On a fait énormément de POC, qui sont passés, de l'outil groupe à un outil qu'on a mis en place sur AWS, pour, faire, des lancements de pipelines à, des nouveaux outils. Et au final, on a sélectionné Airflow, plus précisément Astronomer, parce que ça répondait à 100 de nos use cases et surtout que ça permettait à nos analytics engineers de se focaliser sur, les scripts et les optimisations de leurs scripts SQL. D'accord, très clair. De toute façon, moi, c'est deux produits standards, très standards, hein, qui sont, massivement utilisés dans les entreprises, hein. D'accord. Tu peux peut-être citer quelques exemples de produits que tu as pu tester dans cette configuration en mode POC? On a testé, d'abord l'outil groupe qui est Control-M, qui est un ancien outil qui a pas répondu à nos use cases. On a testé, Dagster, Prefect, on a testé Kestra également. Pour la partie, DBT, on a uniquement testé DBT. Il y a d'autres solutions sur le marché actuellement, mais DBT était la plus connue et répondait le plus à nos use cases. Après, beaucoup de personnes ont fait du DBT avant, donc c'était un plus, Ouais. pour, l'adoption et l'accompagnement surtout. Non, mais a priori, il y a une adoption, claire et nette de ce module de transformation. Heu, je pense qu'il y a une grosse part de marché effectivement, autour de DBT, ouais. Ouais. Après venait la question, est-ce qu'on passe sur DBT Cloud ou, DBT Core? Et DBT Core avec, ce qu'on a mis en place avec Astronomer répondait à 100 de nos use cases, donc on est parti sur cette solution-là. Donc côté data platform, hem, on voulait aussi mettre en place, des checks au niveau de la pipeline CI/CD. Donc précédemment avec Terraform, on déployait de l'infra, on pouvait pas faire des tests, dans la pipeline CI/CD sur nos scripts SQL parce qu'ils étaient, heu, on va dire, encapsulés dans des, modules Terraform. Donc maintenant, l'analytics engineer, que ce soit Ahmed, que ce soit Alice, développait son code, le testait en local, interagissait avec Snowflake et pousser son code. Donc nous, côté data platform, ce qu'on a mis en place, c'est, des stages, pour, pouvoir, vérifier que, l'analytics engineer avait bien validé, le formatage de son script, donc c'est des linters. Puis, compiler le code, vérifier que le code était bien conforme, niveau DBT, faire un dry run. Donc un dry run, c'est quoi? C'est, un lancement de pipeline sans données pour vérifier que tout fonctionnait bien. Lancer des unit tests, donc, unit tests qui se basent sur un framework, Given, When, Then. Hem et la dernière partie, c'est de valider, le parsing de nos tags. Donc si tout est OK, on déploie sur Astronomer, on génère la documentation qu'on met en place sur GitLab au niveau des pages GitLab et si c'est pas OK, ben, on ne déploie pas sur Astronomer et voilà. OK, bah, écoute, très clair. Un petit mot sur le côté FinOps peut-être? Tu as pu, faire des comparaisons avant-après? C'est, le par rapport au comment dire ça? Aux ressources nécessaires? Alors, côté FinOps, pour remettre dans le contexte, du coup, on avait beaucoup d'analytics engineers qui venaient du monde Oracle, qui mettaient en place, vraiment de grosses, procédures stockées, qui faisaient par exemple, 900 lignes. Et ils avaient pas cette décomposition de job et avec DBT,
que ça a apporté, c'est que, on pouvait lancer des jobs en parallèle pour pouvoir, bah, construire le même use case. Après, côté FinOps, c'est sûr, on a gagné. Après, dire combien on a gagné, on n'a pas encore réussi à calculer, ce coût-là, parce qu'on n'a pas encore migré énormément de jobs. On a surtout, pour la phase d'adoption, on a fait de nouveaux use cases et on a réécrit certains traitements qui duraient vraiment des heures et des heures. Donc on ne peut pas forcément, évaluer ce coût-là pour le moment. D'accord, c'est trop tôt pour le dire encore. Ouais, D'accord. trop tôt. OK, ça marche. Et puis, le petite note, 900 lignes de code SQL, personne n'a envie de Ouais. personne n'a envie de voir de modifier ça, hein? Oui. OK. Alors, pour parler des avantages de DBT Airflow, donc comme on l'a vu tout à l'heure, sur la partie Terraform, Alice devait déployer son code, pour pouvoir tester son code. Aujourd'hui, sur cette, implémentation qu'on a mis en place, Ahmed peut développer, puis tester son code et interagir avec Snowflake avant de déployer. Donc, meilleure collaboration entre les équipes. Ouais, donc pour, les improvements, on peut lancer, du code et tester notre code sans déployer, lancer les unit tests et les data quality tests, dans le même projet. On peut regarder les impacts directement, depuis notre poste local et dire: «Ben, je regarde la documentation, je regarde le lineage et je vérifie que, ben, dans les jobs en bas, bah, je vais rien impacter». On peut lancer en une commande aussi, tous les jobs en bas et tous les unit tests des jobs qui sont en aval. Et ça, c'est super intéressant, ça nous fait gagner énormément de temps. Heu, D'accord. Une petite, idée sur le nombre de modèles ou les volumes, les transactions qui passent tous les jours dans les tuyaux? alors, actuellement, on est arrivé à 140 DAG et en moyenne, il y a au moins, 5, modèles DBT par DAG et il y a certains DAG, qui, sont composés jusqu'à 45 modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, avec certaines équipes, certaines feature teams, on a réussi à bien les faire embarquer sur l'outil et vraiment on a un DAG avec toutes leurs transformations pour un produit donné, avec le modèle qui se lance et juste après le test de data quality qui se lance et si le test de data quality plante, la pipeline s'arrête et ils ont une notification sur Teams. Donc on a mis en place les on-success callback et les on-failure callback, qui envoient des, notifications sur Teams. D'accord. Sur la partie data quality, tu vas jusqu'où? Tu testes la consistance des data, la présence oui, non. Ça va jusqu'où en contrôle de cohérence? Alors on leur a mis à disposition, donc chaque feature team a son niveau de data quality. Il y a certaines, équipes qui vérifient uniquement l'unicité des primary keys, mais il y a d'autres équipes qui sont allées un peu plus loin, par exemple, pour vérifier que, heu, l'argent en entrée correspond à la somme de l'argent en sortie. Il y a énormément de custom cette équipe a mis en place, un certain nombre de tests de data quality custom, donc on a des 2. Comme on a 14 feature team ou 12 non 13 feature team, on a on a de tout, Ouais, vraiment. d'accord. Donc il y a eu, des tests de business logic dans cette partie data quality, Ouais. d'accord. D'accord. Pas besoin de data observability finalement? On a testé, des outils de data observability, qui étaient vraiment orientés, business, qui sont, intéressants. Après, on a fait un RFP l'année dernière, sur des outils de data quality et de data observability. On a testé, plusieurs outils différents. Donc on a testé, donc je parle de data quality, mais aussi de data observability. On a tout mis dans le même paquet. On a testé, Elementary, qui se package bien avec, dbt. Enfin, qui se package uniquement avec DBT. On a testé Soda, on a testé, DMF, Snowflake, on a testé Sifflé. D'accord. Heu, donc dans cet RFP-là, potentiellement, on retiendrait, Sifflé pour, la partie business, donc pour avoir vraiment un lineage complet avec, bah, potentiellement, des tests de data quality, qui permettraient, au business d'interagir avec un peu, la partie engineering, mais aussi, potentiellement Soda plus du DBT. Aujourd'hui, notre stack technique, elle est composée à 80 ou 90 de Terraform, donc on ne peut pas aller à 100 sur du DBT. Donc D'accord.
ce qu'on aimerait faire, c'est, côté data platform, après c'est un sujet, qu'on aura en Q4, c'est de dire: «Partons sur, du DBT pour enfin, pour nos pipelines DBT, du DBT pour, bloquer les pipelines s'il y a un problème de data quality. Mais pour la partie, on va dire, à froid, partons sur du Soda et construisons des dashboards sur du Soda. Mais actuellement, on n'a pas de solution, on n'a pas une ligne directrice qui nous dit: «Ça sera cet outil de data quality». On en a testé énormément. Pour être transparent, on est aussi sur, du Splunk. Il y a des personnes qui utilisent Splunk pour faire, leur, rapport de data quality. Il y a des personnes qui utilisent Tableau, il y a des personnes qui utilisent Snowflake à 100. Du coup, il faut vraiment qu'on converge et ce sera l'un des gros sujets qu'on aura, Q4, au niveau de Q4 pour, vraiment faire converger les gens, vers, une solution et voilà. D'accord, donc en cours d'harmonisation sur cette partie-là, data quality, observability. D'accord, ça j'imagine que c'est un gros chantier effectivement. Ouais, c'est un gros chantier, surtout qu'on est 80 et qu'il y a pas le même niveau de maturité dans les différentes équipes. Et il faudra faire converger tout le monde vers la même solution, mais c'est un gros sujet Q4. On pourra en parler peut-être l'année prochaine. Ça marche, je note. Épisode numéro 2. Heu, pour continuer sur, les avantages de DBT, et d'Airflow et de ce qu'on a mis en place, c'est, la possibilité, aux développeurs, de se focaliser sur, vraiment, leurs flux, mais pas sur la partie Terraform. Hem On n'a pas la partie où on découple la création de la table avec, la population, on va dire l'insertion des données dans la table, la population des modèles, des tables. Hem, Avec DBT, c'est des select statements qui te permet de créer la table avec son schéma, et de l'alimenter, donc avec la même requête. On peut réutiliser des macros, donc des fonctions et on peut avoir accès à la documentation automatiquement. Pour la partie orchestration et monitoring, comme on l'a dit précédemment, nous on l'a couplé, notre Airflow avec, Astronomer Cosmos, qui est un package qui nous permet de automatiquement générer, la partie DAG, à partir d'un folder DBT. Et ça permet vraiment aux analytics engineers de se focaliser uniquement sur les flux et l'optimisation des flux et plus de dire, ben, quel flux, tourne après quel flux. C'est vraiment hyper pratique et on a aussi, côté data platform, travaillé sur le levier, bah, CI/CD pour tester notre code. CI vraiment pour tester notre code, vérifier, la conformité de notre code avant de les déployer. D'accord, donc ça a l'air, bien, il y a une best practice qui a l'air bien cadrée et voilà une sorte d'automatisme que tu as mis en place, hein. Ouais, avec l'équipe d'Apta Platform, on a pu vraiment travailler sur cette partie-là et surtout sur, les linters pour, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a autour de 13 feature teams. Le but, c'est, si on switch d'une feature team à une autre, avoir les mêmes, standards et les mêmes pratiques, pour que ce soit le plus facile possible. Ouais, très clair. OK. Je vois que le temps tourne. On est déjà à plus de 30 minutes. Je te propose, bah, écoute, on continue. On va essayer de résumer assez, rapidement. D'accord. Du coup, quand on a fait le POC, ça fonctionnait bien pour une équipe. On voulait étendre côté data platform, ça a bien pris. Du coup, dans cette partie, on va expliquer comment on est passé d'une architecture où on était 5 potentiellement à travailler sur le projet à plus de 80 ingénieurs, Donc donc côté le data côté, platform. scalabilité de l'équipe. Ouais, scalabilité de l'équipe et surtout, de pas avoir à faire des copier-coller, d'avoir 100 000 documentations à droite à gauche, de plus savoir, comment créer un projet, comment update la pipeline CI/CD et comment on a facilité cette tâche-là. Et du coup, comme j'ai dit précédemment, l'une des contraintes qu'on avait, c'était, c'est notre premier environnement Airflow. On voulait vraiment avoir un environnement Airflow pour les différentes feature teams. Pour, c'est plus facile à manager côté data platform et aussi, potentiellement, bah, une équipe A, le marketing, peut, trigger, ses DAG juste après une équipe B qui est la finance ou inversement et D'accord. du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un projet template. Ce projet template, en fait, il va avoir, bah, on va dire les, heu, les choses les plus importantes que compose un projet DBT Astronomer aujourd'hui dans notre entreprise. Donc, les DAG DBT et avec des exemples simples, la partie DAG
avec, potentiellement des exemples aussi simples et toute l'ossature, d'un projet, lambda qu'on aurait. Donc en 2 commandes, on peut créer un projet, pour configurer pour une nouvelle feature team. Donc on peut aller jusqu'à N projets, nous de notre côté. Donc en 2 commandes, une nouvelle, feature team veut se lancer sur la partie DBT Airflow. En 2 commandes, c'est lancé, on donne les droits d'accès et ils peuvent commencer à travailler. Donc en moins d'une demi-journée, les différentes feature teams peuvent aller sur un nouveau projet et commencer à développer. La deuxième partie, c'était les pipelines CI/CD. Les pipelines CI/CD, aujourd'hui, on a différents niveaux de maturité. On ne pouvait pas passer dans différents projets, et changer, du code en faisant du copier-coller. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un projet, qui est le projet, pipeline CI/CD qui, a des versions de tags différents. Du coup, on a différents tags, qu'on a avec, des pipelines CI/CD, qu'on, communique lors de certaines instances pour dire: «Ben, voilà, vous voulez un linter? Voilà, c'est ce package-là. Vous voulez, je sais pas, mettre en place les unit tests? C'est ce package-là» et on a mis en place une première version des unit tests. On a mis en place une deuxième version un peu plus optimisée. Et petit à petit, on communique sur les instances en mettant en place des tags, au niveau des projets qu'ils peuvent reprendre dans leur, .gitlab CI, .yaml. D'accord, bah, on voit qu'au bout de 2 ans et demi de réflexion, voilà, tu as atteint une certaine perfection dans ta best practice, hein? Ben, on essaye de vraiment scaler et de dire comment ça comment on peut onboarder demain, les équipes le plus rapidement possible et faire le moins de SAV possible demain. Voilà et C'est ça le puis plus important. tout templatisé, voilà, Mmh. avec, presque une approche push button, hein. Tu appuies sur Ouais, le bouton et tu délivres, un template. ouais, exactement. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait, une contrainte. La vraie contrainte qu'on avait, c'est en fait, quand on déploie sur Astronomer, on déploie une image Docker et cette image Docker-là, si on a plusieurs projets différents avec heu, requirements, on va dire, parce qu'on a différents niveaux de maturité au niveau des équipes. Il y a certaines qui voulaient, utiliser tel ou tel package Python et cetera pour Airflow. Donc en fait, on pouvait pas construire une image Docker avec, les requirements d'Intel, de l'équipe, finance et les requirements de l'équipe marketing. Du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un projet, en fait, un projet mère, donc notre core project, qui lui va emmagasiner, en fait, enfin, qui va porter, les requirements et notre image Docker, qu'on va envoyer sur Astronomer et en fait, les différents projets, le projet 1, le projet 2 et les projets des différentes feature teams ne vont envoyer uniquement que, les DAG et les modèles DBT à notre projet core et pas les différents requirements. Comme ça, en fait, on emmène tout le monde, dans le même bouygues, on va dire, enfin dans le même avion, où on a nos requirements et eux apportent leur, DBT, leur, script DBT et leur script, Airflow. Ouais, d'accord et on rappelle que vous êtes quoi? Plus de 80, c'est ça? Et harmoniser une équipe de 80 personnes, bon, ben, il y a de gros défis quand même derrière tout ça, hein? Oui, il y a de grands défis, mais surtout, la plus grosse difficulté, c'était le différent niveau de maturité des différentes équipes. On avait des équipes qui, étaient, réticentes au changement, on va dire, et il y avait des équipes qui étaient un peu moins réticentes et qui ont embarqué, 6 mois après, qu'on ait commencé à travailler. Il y a des équipes, qui ont avec qui ça a pris qu'1 an plus tard. Ouais, bah, le change management, hein, c'est ce qui reste la partie certainement la plus compliquée dans un projet, hein, cette gestion, humaine, en fait, hein, des choses, hein. Ouais. Après, le but, c'était, de dire, notre projet marketing et notre projet finance doivent être indépendants les uns des autres. Par exemple, mon équipe marketing, qui est passée en dev, et qui veut passer en prod, va pas forcément, tirer les changements de la finance qui est en dev pour les passer en prod. Donc chaque équipe voulait être autonome, à ce niveau-là et nous, ce qu'on a mis en place, c'est, au niveau de notre projet core, on a une branche dev, on a une branche prod et ces branches déploient directement sur Astronomer et en fait, ces branches-là, sont indépendantes l'une de l'autre où, le projet 1 déploie sur la dev
et puis l'image Docker juste après et du coup, on n'a pas à tirer les changements d'une autre équipe quand on veut passer de la dev à la prod. Donc ça, c'était aussi une grosse contrainte de se dire: «Chaque équipe doit être autonome et n'a pas à subir, le fait qu'une autre équipe, veuille passer en prod». Et nous, ce qu'on préconise vraiment côté data platform et c'est ce que j'avais, mmh, fait avec mon ancienne équipe dans mon ancienne, entreprise, c'est on fait tourner notre dev une soirée ou notre prod une pré-prod une soirée, puis le lendemain, il y a un chargé de prod qui vérifie cette prod-là et qui déploie. Donc chaque équipe, on est en train de le mettre en place et de pousser les bonnes pratiques côté data platform. Chaque équipe doit avoir un chargé de prod et doit faire tourner ses scripts tous les soirs pour pouvoir déployer le lendemain. Si tout est vert, on passe en prod. S'il y a quelque chose en rouge, le chargé de prod se focalise sur résoudre le souci, résoudre le flux avant de déployer en prod. D'accord, d'accord. On a évoqué le fait que même si c'est des environnements dev, tu joues avec les données opérationnelles de production, hein, parfois, hein, dans certains cas. Hem, Donc oui, nous ce qu'on a mis en place, c'est une pré-prod, actuellement. En fait, la pré-prod lit les sources du coup, les sources, en termes DBT depuis la prod et écrit en pré-prod. d'accord, d'accord, d'accord. Donc ça nous permet de faire des tests, vraiment, et ben, nous, ce qu'on a mis en place après parce que si tout le monde lance des tests avec, la volumétrie de prod, avec la data quality de prod et cetera, heu on a mis en place des time-out au bout de 10 minutes et dire, «C'est bien de faire des tests en prod, mais pas de les faire avec toute la volumétrie. Le but, c'est de prendre des subsets». Donc on a mis en place des scripts côté data platform pour dire: «Bah, on va récupérer que 25 des micro-partitions, on va récupérer que 1000 lignes et on va récupérer, qu'une certaine portion des tables qui sont en prod, en pré-prod». Donc on préconise cette partie-là et on vérifie tous les jours que, bah, ça a bien été suivi. Ouais, d'accord. C'est bon, ça a du sens. Rappelle-nous un petit peu les volumes que tu traites quand tu lances tes jobs, je dirais, à capacité maximum. On parle de combien de transactions qui passent dans les tuyaux? Alors Au ça nombre de records? Ça dépend vraiment des flux, il y a des flux où ça peut aller jusqu'à des téras, en prod. Il y a des flux, c'est seulement des gigas. Il y a des flux où c'est juste des référentiels. Donc ça dépend vraiment des équipes et de la maturité des équipes et D'accord, bah, tu vas quand même jusqu'au téra sur les gros pipelines, quoi. mmh, ouais, OK, bon, il faut, voilà, il y a quand même une certaine attention à apporter pour, ce genre de pipeline, hein? ouais. Pour parler des next steps, et pour conclure, nous de notre côté, on est encore en train d'onboarder les personnes, d'accompagner pour, mettre en place les bonnes pratiques, pour optimiser nos flux. C'est super important. Tout à l'heure, on a vu dans notre stack technique, on a 3 grosses parties. La première partie avec les data sources, la deuxième partie avec, notre data warehouse qui est Snowflake et notre troisième partie avec, ben, comment on exploite ces données sur Snowflake. Hem, Aujourd'hui, on a 2 outils différents, un outil pour l'ingestion, un outil pour la transformation et potentiellement revenir sur le premier outil pour faire des exports. Nous, côté data platform, on aimerait vraiment créer cette vision One Data Project où l'ingestion, les transformations et les exports se feraient dans un seul projet avec un seul outil. Donc on est en train, côté data platform, de parler de ces outils, de la possibilité de créer un seul projet pour faire tout ça et sur la dernière partie, on est en train d'expérimenter. Ah bon, c'est pas on est en train d'expérimenter, ça fait deux ans qu'on parle un peu de la partie semantic layer. On a pu tester énormément d'outils. On a pu, vraiment, tester, plusieurs solutions différentes, Atscale, Honeydew, la partie, Snowflake aussi, Cube, qu'on a pu tester. On a pu tester énormément de solutions. Après, c'est super il y a des solutions superbes, on peut tester, vraiment les prompts pour avoir des réponses, sans faire des requêtes SQL, c'est super intéressant. Après nous, ce qu'on aime et ça coûte cher aussi, hem, mais on aimerait vraiment pousser d'abord les bonnes pratiques sur des choses simples. C'est pour ça qu'on revient vraiment aux bases. DBT, ça permet de faire des requêtes simples, des règles métiers simples
et Ouais, nous tu on as aime bien raison, hein. Bon, il y a eu beaucoup d'annonces, hein, sur ces couches, sémantiques, de la part des différents, players, hein, les Snowflake, Databricks, et cetera. Chacun, je pense, propose de superbes outils, mais qui sont valides dans leur stack même, et je pense que la complexité, ça va être d'offrir une semantic layer d'entreprise, hein, mmh, couvrant, toutes les sources, et ça, je pense que c'est une vraie problématique, enfin très complexe, à réaliser. En tout cas, tu m'as suggéré quelques noms, et bah, sache qu'il y a des épisodes qui vont sortir sur cette partie-là, Semantic Layer, que je trouve ça assez passionnant. hâte de voir la suite en tout cas. Ah, absolument. Donc Semantic Layer, toutes pour, projet 2025-2026. Effectivement, les projets d'ingestion, ben, il y a eu beaucoup d'annonces côté Snowflake avec OpenFlow, Ouais, l'intégration du projet Apache, NiFi. D'ailleurs, j'ai un épisode là-dessus, que j'ai tourné il y a quelques semaines de ça. mmh, Donc il y a eu beaucoup, il y a une offre très riche sur cette partie ingestion, en fait. d'accord. Donc, ça permettra de faire un épisode peut-être numéro 3 sur cette partie-là. Comment toi Ouais. tu as harmonisé cette, c'est du scripting aujourd'hui? Comment tu fais, concrètement? Alors aujourd'hui, on a un outil, qui va s'apparenter à du Fivetran, on va dire. C'est un outil maison, qui est composé de Lambda, qui est composé, de toute l'infra un peu AWS et les personnes récupèrent leur image Docker et bah, on ouvre les flux potentiellement, on whitelist des adresses IP, pour, leur permettre de coder, leur flux, vers, un serveur SFTP et de récupérer ces informations-là d'un point A, d'un point B et cetera. D'accord. Donc, pas de transfo, enfin c'est de l'extract pur, et la transfo se fait dans Snowflake après? Ouais et potentiellement, on peut mettre en place des checks sur, les fichiers qu'on récupère. Du coup, nos équipes ont mis en place des checks, au niveau des différents flux qu'on récupère. Du coup, on récupère, des fichiers Excel ou des fichiers Parquet, par exemple et on vérifie, ben, l'intégrité des données avant de les ingérer potentiellement dans Snowflake avec des pipes. D'a d'accord. Pas de réflexion autour d'Apache Iceberg? Heu, Concrètement, pas encore? Alors, on n'est pas encore à arriver là. Potentiellement, on voudrait bien tester ce genre de solution. Après, il faut vendre la plus-value, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Sur la partie Terraform vers dbt Airflow, on a vraiment vu la plus-value parce que, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet de tester, avant de déployer, de tester, de mettre en place des unit tests, des data quality tests, d'avoir un projet avec la documentation aussi. Mais, il faudra prouver, bah, les plus de cette solution-là avant de pouvoir les tester. Il faudra faire des POC et il faudra aussi convaincre les personnes, qui utilisent, la solution, qu'on a aujourd'hui maison depuis, 4-5 ans et le changement, c'est difficile. OK, bah, écoute, merci, Ismaël, pour cette conversation d'architecture, de best practice. Tu as livré énormément d'infos, donc je te remercie, beaucoup pour ça. Merci à On toi. a on a dépassé un petit peu le temps, voulu, mais écoute, c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de détails à décrire, et encore, je me suis, retenu de poser trop de questions, tu vois? Donc, Ouais, merci pour ça. Eh ben, je te donne merci à toi. rendez-vous pour peut-être un épisode numéro 2 autour de la semantic layer, et voir concrètement comment ça peut se mettre en place dans un grand groupe. Donc, merci pour ça, et puis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt, j'espère. Merci. Salut. Salut.